Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Eh bien Seb, bienvenue sur le podcast, bienvenue sur Les Frappés. Je suis absolument ravi qu'on puisse enfin échanger après toutes ces années à se suivre sur les réseaux. Ça me fait super plaisir. Tu aies pu prendre le temps pour venir nous parler un petit peu de ton parcours, de tes objectifs, de tout ce qui arrive. Vraiment un grand merci pour ça. Je suis super content de t'accueillir. Bah écoute Loïc, plaisir partagé. C'est vrai que ça fait un moment qu'on discute comme ça sur les réseaux, qu'on se suit chacun. Et écoute, je suis très heureux. Merci de cette invitation. Seb, t'es à Marseille, si je me trompe pas, t'es pas un Marseille d'adoption, t'es né à Marseille, tu as grandi à Marseille, toute ton enfance était à Marseille. Ce que je te propose, c'est qu'on commence un petit peu par ça. Je tente, en toute franchise, je tente une approche un peu différente sur les épisodes. J'essaie de me renouveler régulièrement, de pas rester sur des choses établies. Donc, je me suis dit que j'allais tenter une nouvelle approche, qui est une approche peut-être un peu plus, pas chronologique, mais pour essayer de mieux comprendre certains parcours et certaines motivations. Revenir longtemps en arrière, tu vois, au moment de l'enfance, ce qui toi t'a marqué quand t'étais jeune, ton rapport à la mer, puisqu'on va beaucoup parler de vélo et d'ultracyclisme. Mais avant ça, tu as eu une longue carrière et une carrière à très très haut niveau en voile. Donc voilà, je suis un peu curieux de savoir comment tout ça s'est articulé et comment tout ça s'est enchaîné. Donc si tu veux bien, je serais curieux de savoir à quoi ressemblait l'enfance de Seb à Marseille. Ouais, eh ben écoute, carrément, donc comme tu l'as dit, hein, né à Marseille, une ville de foot, ça aura échappé à personne. Donc si tu veux, moi comme j'ai commencé, en fait mes parents étaient fans de voile. Alors fans de voile, ça veut tout et rien dire. En fait, eux ils pratiquaient pas du tout. Par contre, j'ai un de mes frères, j'ai 4 frères, des demi-frères, mais en tout cas qui sont beaucoup plus grands, et un de mes frères qui avait pratiqué notamment la voile pendant un moment, et ils sont tombés totalement amoureux de ce sport. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à avoir l'âge, typiquement vers 6-7 ans, où tu choisis un sport où c'est plutôt tes parents d'ailleurs qui choisissent pour toi, moi, on m'a collé sur un bateau, un optimiste. Ça parlera à certains, même à ceux qui ont pu toucher du doigt un peu la voile quand ils étaient petits. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à faire du bateau à cet âge-là, dans une ville où le sport roi, c'est vraiment le foot. Et j'ai toujours été toute ma vie dans des classes où j'étais le seul à faire du bateau, quoi. À faire de la voile. Ouais, c'est vraiment pas quelque chose de commun. Alors aujourd'hui, on va dire que ça tend la voile a pris un peu plus de place, notamment grâce aux Jeux Olympiques de Paris 2024, où les épreuves de voile avaient lieu à Marseille. Donc on a vécu, nous, à Marseille, une partie des Jeux Olympiques avec la voile, et c'était une fête qui a duré quasiment un peu plus de 2 semaines, et c'était juste incroyable. On n'avait jamais vu autant de monde sur l'aréna, avec vraiment à la fois des Marseillais, mais aussi des gens qui venaient de très loin pour venir voir les épreuves de voile. Et donc c'était assez incroyable à vivre. Mais voilà, toute ma vie, moi j'ai été le seul. Seb, c'est celui qui fait de la voile, quoi. Seb, c'est le voileux. Il est un peu à part. Il est un peu à part, et en plus j'étais pas spécialement doué au foot, si tu veux. Donc j'essayais de me fondre dans la masse, mais c'était pas du tout mon approche du sport. Elle était vraiment tournée vers la mer, et Marseille n'est pas tournée vers la mer. Alors le temps l'aide de plus en plus, mais c'est pas une ville qui est tournée vers la mer du tout. Ce qui est fou, vu la configuration. Ouais, ce qui est fou, nous on n'arrête pas de dire qu'on a la plus belle rade du monde. C'est vraiment un super spot pour naviguer. On a des vents très différents. On a le Mistral, qui est un vent un peu dominant et assez fort. Après, on a du vent d'est, celui qui nous amène souvent de la pluie. Et l'été, on a le vent thermique, qui est plutôt un vent sud-est, et qui nous amène du vent l'après-midi, et avec de la chaleur. Donc on a vraiment un plan d'eau, un terrain de jeu assez incroyable. Et moi, j'ai toujours été étonné
ben voilà, tu vois, notamment quand on rentre dans la phase hivernale, en fait, on avait tout Marseille pour nous, quoi. On avait toute la rade pour nous tout seul. On était seul sur l'eau. Voilà, l'équipe du Pôle France, parce que du coup, il y a un Pôle France. Donc le Pôle France, c'est l'endroit où s'entraînent les sportifs de haut niveau. Le Pôle France voile est à Marseille. Et donc, du coup, on a toujours profité de cet espace-là qui nous était. Enfin, c'était un petit écrin dont on avait droit de profiter de manière assez exclusive, en fait, parce que voilà, personne ne naviguait l'hiver. Et donc, c'était assez dingue de pouvoir vivre ces moments-là. Alors aujourd'hui, on voit de plus en plus l'activité nautique est en train de vraiment de se développer, notamment avec l'arrivée du foil, etc., qui rend la voile un peu plus ludique, on va dire, pour le grand public. Mais voilà, c'était quand même une enfance un peu particulière, dans le sens où voilà, j'ai toujours fait pratiquer un sport où j'avais du mal à raconter ce que je faisais. Enfin, c'était assez encore plus quand t'es assez jeune, tu vois. Enfin, vulgariser ce que tu fais, c'est très compliqué, quoi. Les gens me disaient, mais du coup, t'es sur un bateau avec ton chapeau et vous buvez l'apéro. Enfin, ça, c'était un peu plus grand, mais tu vois, c'était l'image que les gens avaient de la voile, alors que enfin, moi, ce que je faisais, c'était quelque chose c'est ce qu'on appelle de la voile légère. Donc, c'est des bateaux assez sportifs où il faut être assez, notamment développé musculairement sur le haut du corps, parce que, voilà, les bras, et après les forces qu'il y a dans les voiles, il faut pouvoir l'encaisser. Et donc les gens avaient du mal à comprendre. Ils voyaient que mon gabarit, en tout cas, tendait vers quelque chose d'assez qui se rapprochait du rugby, mais ils savaient pas, ils n'arrivaient pas trop à imaginer. Donc je passais mon temps à essayer de montrer des vidéos de temps en temps. Alors c'était un peu j'ai l'impression d'être un méga vieux quand je dis ça, mais les prémices de YouTube. ça fait mal. Ça fait mal. Mais du coup, voilà, tu essaies de montrer par des images un peu à quoi ça ressemble. Mais même avec des images, ça reste compliqué. Les gens se disent, bah ouais, t'es suspendu au trapèze. Donc, tu sais, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un bateau, le bateau que je faisais qui est un 49er. Donc, c'est le bateau qui était présent, enfin, qui est toujours présent aux Jeux Olympiques, où on est deux dessus, un barra, un équipier, et en fait, on est suspendu au-dessus de l'eau. On a les deux pieds qui touchent la coque, les deux ailes du bateau. Et après, on a tout le reste du corps qui est en dehors du bateau et qui sert à faire contrepoids pour encaisser la puissance qu'il y a dans les voiles, le vent qui souffle dans les voiles. Et donc, c'est assez beau, c'est très, très visuel, mais on a du mal à se rendre compte de l'effort qu'il faut pour déjà faire en sorte que le bateau aille vite, reste à l'endroit, parce que c'est un bateau où si on le pose sur l'eau, il se retourne instantanément. Donc, en fait, il faut toujours ou être mobile ou alors jouer d'équilibre pour rester à l'endroit. Et ça, sur des images, c'est difficilement perceptible, quoi. C'est un peu comme j'avais reçu un champion olympique en aviron. Ouais. Enfin, un genre de skiff, Ouais, tu vois. Et en fait, c'est pareil, c'est quand tu le vois, c'est hyper impressionnant, c'est hyper fluide. Et en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que n'importe qui monte sur le bateau, du coup, se retourne immédiatement. Tu vois. La notion d'équilibre, mais c'est souvent comme ça, j'ai l'impression. Quand tu vois un sport, tu vois un geste, un mouvement qui a l'air fluide, simple, etc. Généralement, j'ai l'impression c'est quand même t'as des années de pratique derrière pour arriver à maîtriser la fluidité du mouvement, etc. Un peu comme en vélo, en fait, en vrai. Tu vois, un vélo, un triathlon, sur un Ironman, un truc tout bête, tu vois, mais les transitions où tu vois les Frodno, etc., qui descendent du vélo à 20 km/h et qui commencent tout de suite à courir, tu dis, ça a l'air simple. Quand tu l'as fait 2-3 fois et que tu t'es éclaté par terre, tu comprends que ça n'est pas tant que ça. Ouais. Exactement. Non, mais c'est en plus d'autant plus vrai que quand tu vois, déjà le foot, tout le monde en fait, du tennis, tout le monde a pu peut-être essayer, du basket aussi, et donc tu t'arrives à te rendre compte de la difficulté parce que en fait, c'est un sport qui est assez facilement accessible. Mais quand on parle de sport plus confidentiel où de suite il faut du matériel, etc., évidemment que tu as du mal à te projeter, quoi. C'est assez normal. Donc tu disais une pratique finalement un peu à part de ton entourage, enfin des gens de ton âge à ce moment-là. Est-ce que du coup tu grandis avec un cercle d'amis, une sorte de double cercle, tu vois, un cercle scolaire on va dire, et puis le cercle sportif, ou voilà, comment ça se passe de ce côté-là? Et je te pose la question parce que moi j'ai eu un peu la même expérience que toi, je faisais du judo et le Pôle France était aussi à Marseille. Et moi, j'ai toujours eu j'étais pas en structure de haut niveau, scolairement. Donc, j'étais dans un lycée normal. J'étais un peu l'ovni, tu vois. Les gens comprenaient pas bien pourquoi je ratais 3 mois de cours par an, etc. Donc, j'ai eu toujours un peu ce sentiment, tu vois, d'avoir deux univers qui se
dans lesquels j'évoluais en parallèle, mais qui se mixaient jamais, tu vois, qui se rencontraient jamais. En fait, j'avais mes copains du collège-lycée qui captaient rien à ce que je faisais, et mes copains du sport de haut niveau qui eux étaient tout le temps ensemble parce qu'ils étaient dans les mêmes collèges, les mêmes lycées et tout, avec des horaires aménagés, et qui captaient pas ce que je faisais dans un lycée normal. Est-ce que toi, qu'est-ce que t'as vécu toi du coup? Écoute, tout pareil. Ok. Tout pareil, tout pareil. Et je vais même aller encore plus loin que ça. C'est-à-dire que pour moi, donc il y avait ces deux vies qui étaient à un âge où tu vois, tu te construis. Enfin, je parle souvent de la période du collège parce que c'est souvent une période qui est difficile. Enfin, tu vois, autant le primaire, ça, enfin, tout découle. Il y a pas trop de changements, mais le collège, c'est un peu là où voilà, tu te construis, etc. Et tu intègres des clans, j'ai envie de dire. Enfin voilà, tu te positionnes un peu dans la société. Et moi, j'avais même l'impression que, en fait, cette sphère du haut niveau, c'était presque la sphère la plus qui occupait le plus de place dans ma vie. Et le reste, quand j'allais à l'école, c'était presque une autre vie, mais qui était, tu vois, je vais pas dire que je m'en préoccupais pas, mais c'était, ouais, mais ça vient boucher les trous, quoi. Ouais. Tu vois, j'avais vraiment cette impression-là de me dire, en fait, ma vie, c'est vraiment la voile. C'est vraiment tout ce qui se passe à la voile, parce que déjà tu t'entraînes trois fois par semaine. Alors quand tu es au collège, c'est pas beaucoup, mais déjà ça occupe tout ton temps libre. Tout le week-end tu pars en régate. Donc les compétitions en voile ça s'appellent des régates. Au début, quand t'es petit, c'est des compétitions sur le week-end. Puis après, comme tu disais, tu pars la semaine. Des fois, tu pars 2 semaines. Quand tu commences à attaquer des championnats internationaux, tu pars encore plus longtemps. Et en fait, comme toi, moi je revenais à l'école, les gens comprenaient pas pourquoi j'étais parti, qu'est-ce que j'avais fait. La plupart des réflexions des profs, vu que je revenais, que j'étais tout bronzé, évidemment, c'était alors ça va, c'était sympa les vacances. Euh, et toi, t'en avais chié sur ton bateau pendant 2 semaines à prendre du sel dans la gueule. Et alors, évidemment que c'était génial, hein. Enfin, pour rien au monde, je ferais différemment aujourd'hui. Mais la perception de l'extérieur, autant du point de vue arrivé des profs qui comprenaient, attention, ils n'étaient pas tous dans ce truc que j'étais parti en vacances, mais du coup j'avais des copains et des copines évidemment au collège, mais j'étais assez finalement détaché de ça, quoi. Enfin, j'étais vraiment dans ma bulle, et parce qu'en fait j'avais vraiment zéro temps libre. Et j'avais du coup, quand t'as zéro temps libre et que tout ton temps libre tu le passes à faire du sport, t'as quand même un vrai décalage qui se crée avec tes copains d'école ou quoi que ce soit. Même ceux, enfin moi j'habitais dans une petite résidence avec des petites maisons où du coup on se retrouvait pour jouer dehors quand on pouvait, quoi. C'était un petit cercle un peu fermé où on avait tous le même âge. Et en fait, je voyais que j'avais pas les mêmes préoccupations et les mêmes occupations que mes copains, quoi. C'est parce que moi, en fait, dès qu'ils prévoyaient des choses, des sorties, etc., moi, je pouvais pas, quoi. J'y allais pas, et je savais que tous mes week-ends étaient pris, que toutes les vacances scolaires étaient prises aussi, parce que c'est là où, évidemment, le calendrier sportif, quand t'es jeune athlète, est calé sur quand même le calendrier scolaire. Et donc, dès qu'il y a des grosses vacances, enfin, dès qu'il y a 2 semaines de vacances, t'es à 2 semaines de compète, en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, et au milieu de ça, faut faire les devoirs, etc. C'est quand même une sacrée orga et une sacré engagement, surtout des parents, hein. Enfin, moi, je me rends compte maintenant que moi, je suis jeune papa, et encore mon fils est tout petit, il a 4 ans et demi, mais en fait, enfin, c'est des sacrés sacrifices, quoi. L'enfant en fait aussi, mais les parents, ils en font vraiment énormément. Enfin, moi, je vois qu'en fait, mes parents, ils partaient en vacances là où je partais en compétition, quoi, du coup. Et eux, pendant que j'étais sur l'eau, ils profitaient de faire d'autres choses quand vraiment ils n'étaient pas suspendus à leurs jumelles, mais sinon, ouais, c'est quand même un vrai engagement. Et donc, ouais, comme toi, je pense deux vies qui se mélangent dans une. Et donc, ouais, c'est quand même assez spécial, mais très très prenant. Tu parlais un peu d'identité, de construction quand on est voilà, au collège, dans ces âges-là. Quel souvenir t'en gardes aujourd'hui de cette période? Là, tu nous as décrit un peu, on va dire, opérationnellement parlant, ce que ça impliquait, ces deux vies en parallèle, le fait que tu avais finalement pas de temps libre pour toi. Pour toi, est-ce que c'est un bon souvenir, et comment est-ce que ça a contribué finalement à construire l'homme que tu es aujourd'hui, et notamment dans ta relation au sport? Ah bah, enfin, j'ai eu une chance incroyable. Enfin, je souhaite à tout le monde
enfin, moi maintenant que je suis papa, tu vois, j'ai vraiment envie que mon fils il vive ça. Alors, pas pour être dans le délire du papa qui veut absolument que son enfant ait aussi une carrière de haut niveau, etc. Je veux absolument pas qu'il fasse ce que moi j'ai envie qu'il fasse, mais juste pour vivre ce truc de t'es dans une espèce de bulle où tu as un projet, et en fait déjà avoir un projet à cet âge-là, c'est juste dingue, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu es au collège, t'as pas de projet, enfin, juste tu te laisses un peu porter, et voilà, tu peux avoir quelques passions, etc., et des trucs qui à un moment t'attirent un peu plus l'esprit, mais là c'était fou, j'étais dans une espèce de projet, et en plus, la voile, pour le coup, pour avoir partagé du coup, alors ça arrivait plus tard, mais quand je suis arrivé au lycée, donc j'étais dans un lycée qui s'appelle lycée Marseille Vert à Marseille, et qui intègre donc des sportifs de haut niveau. Et donc j'étais dans une classe à un moment spécial où il y avait des sportifs de haut niveau de plusieurs sports différents, et on avait notamment des handballeuses, des danseuses, et moi en voile. Enfin voilà, il y avait quelques voileux aussi qui couraient par-ci par-là, mais et en fait je voyais la rigueur et la dureté de ce que pouvait représenter. Je parle notamment pour la danse. Enfin, pour le coup, je voyais que mes copines, elles passaient pas des bons moments, quoi. Enfin, c'était hyper dur, etc. Et alors que moi, j'étais en plein kiff, quoi. Enfin, c'est pas un sport, évidemment, c'est un sport qui est rigoureux, etc. Mais c'est un sport de plein air. La relation qu'on a avec notre entraîneur, c'est plus une relation presque de grand frère, quoi. Enfin, souvent l'entraîneur, c'est un peu le grand frère. Et on est vraiment dans le partage, on grandit ensemble avec un groupe, un petit collectif, même si au début j'étais sur un bateau où on était en sport individuel, quoi. Enfin, c'est un bateau où on était seul, mais on s'entraîne quand même ensemble, etc. On se tire vers le haut, et après, bon, évidemment, on fait des conneries comme tout gamin, et ça, on n'a pas perdu notre jeunesse, mais en même temps, on a tous avancé ensemble vers un projet structuré qui nous est voyagé, qui nous est voilà, passé du temps dehors, en plein air, sur l'eau. Enfin, c'était, moi, j'ai vraiment adoré cette période, et j'espère vraiment que, enfin, je pense que tu peux vivre des choses similaires, tu vois, si t'es passionné de musique, etc. Évidemment, je pense que ça peut exister dans plein de pratiques, mais je trouve que le sport, ça t'amène quand même cette ouverture qui est incroyable, et que je souhaite vraiment à tous les enfants de vivre à un moment ou à un autre, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Cette ouverture, le fait de, je pense, toi, ça a été la même chose, surtout en voile, le fait de finalement assez jeune pouvoir sortir un peu de sa région, voir différents endroits de France, d'Europe, du monde. Moi, j'ai beaucoup voyagé avec le judo grâce à ça. Tu vois, je suis allé au Japon, je suis plus jamais retourné depuis, donc c'était vraiment une opportunité incroyable. Et je suis vraiment d'accord sur ce que tu dis sur finalement c'est une chance incroyable à un âge où on se construit de pouvoir faire ses apprentissages et prendre en confiance psychologiquement, physiquement, tu vois, c'est tout bête à un âge où voilà, enfin tu grandis, ton corps change, etc. Et le fait d'avoir une discipline qui te permet d'une certaine manière de, comment dire, je trouve, tu me diras si toi comment tu l'as vécu, mais moi je sais qu'en judo j'ai vraiment ça m'a permis de prendre conscience en fait que je grandissais physiquement, intellectuellement, tu vois, d'un point de vue maturité, je commençais un peu quand même à avoir déjà une différence avec mes copains du collège lycée, parce que moi il fallait que je réfléchisse à ma nutrition, mon planning, comme tu dis, j'avais mon projet, j'étais concentré pendant 3 ans sur un truc, c'était je voulais être champion de France, tu vois. Et en fait c'est à un âge où on est plutôt, comme tu le disais, dans le court terme, dans une attitude quand même par défaut plutôt par défaut passive, tu vois, où on se laisse accompagner dans les cours sont structurés pour nous, on passe d'une classe à une autre, voilà. Là, la démarche, elle est complètement différente quand tu as un projet sport de haut niveau, où tu es vraiment acteur de la chose, et je trouve que c'est une chance incroyable à cet âge-là d'avoir l'opportunité du coup de se projeter dans le futur, de mettre en place un plan, de comprendre que même si parfois tu investis énormément de temps et d'énergie, tu contrôles pas tout, donc il peut y avoir de la casse matérielle. J'imagine pour toi, ça a dû t'arriver. Bon, en judo, c'est moins le cas avec un kimono, mais il peut y avoir de la casse, tu vois, physique, un problème le jour J, c'est comme ça, t'es pas au mieux de ta forme. Et je suis vraiment d'accord avec toi que c'est une expérience vraiment, vraiment fabuleuse. Mais je nuancerai aussi avec ce que tu as dit par rapport à tes copines de la danse. Je pense que comme beaucoup de choses, ça dépend aussi de l'intensité, enfin de ton rapport à la chose et de l'intensité que tu mets. Je sais que par exemple,
Je pense pas qu'en voile vous ayez ce sujet du poids, quoique peut-être dans ta discipline, je sais pas. Ouais, mais Gérer ton poids. dans l'autre sens en fait. Il fallait prendre. Ouais, il fallait prendre plutôt du poids. Alors moi j'étais Ouais. et je le suis toujours plutôt un gabarit qui prend facilement. Tu vois, moi on faisait de la musculation régulièrement. Alors au collège, c'était un peu, on commençait à se rendre compte qu'il fallait pas pousser de la masse comme des tarés au collège parce que sinon ça pouvait arrêter la croissance, etc. Mais vraiment on était au début de la prise de conscience de ça. Donc voilà. Mais après quand on est arrivé, sur le support qui est notamment représenté aux Jeux Olympiques, où là on était vraiment dans un gros un gros complexe d'encadrement sport au niveau, etc. Il fallait prendre plutôt du poids. En gros, plus t'es lourd et plus t'arrives, pour schématiser, plus on est lourd, plus on arrive à faire contrepoids de la puissance qu'on a dans les voiles, et plus on arrive à garder de la puissance, et donc plus on va vite. Donc Ouais. c'était assez simple. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut garder une agilité incroyable et pouvoir se déplacer et pouvoir faire en sorte d'être synchronisé au maximum avec son équipier. Et donc, si tu prends juste du poids et que tu prends du gras et que tu sais pas te déplacer sur le bateau, bah, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Donc, Ouais. il fallait mettre le curseur au bon endroit entre prendre le max de poids possible, mais aussi être capable, tu vois, on avait des tests physiques tous les 6 mois quand tu es encadré. C'est pas d'ailleurs pareil dans tous les sports, hein, si je me trompe pas, mais des tests physiques tous les 6 mois où à chaque fois, bah, évidemment, on évalue plein de choses, mais on évalue aussi ta souplesse. Et en fait, bah, si tu n'es pas capable de toucher tes pieds, bah, y a un vrai problème. Et tu vois, il fallait même aller beaucoup plus loin que ça. Et donc, du coup, ouais, il fallait mettre le curseur au bon endroit pour à la fois avoir de la masse musculaire, mais aussi être agile et se déplacer. On appelait ça à pas de chat sur le bateau. Il faut vraiment que le bateau il soit vraiment pas perturbé par nos déplacements. Et, et donc voilà, donc on était plutôt dans un truc de faut prendre du poids. Et là aussi, sur la nutrition, il y a tellement de progrès qui ont été faits, mais on faisait ça de manière assez simpliste, quoi. Et moi, je sais que j'ai eu plusieurs barreurs. Moi, j'étais équipier donc sur le bateau, donc c'est moi qui gérais le réglage des voiles et le barreur à la barre. Et en fait, le barreur doit être un peu plus léger que l'équipier. Donc ça, c'est pas grave, mais j'ai toujours eu des barreurs qui ont eu du mal à prendre du poids et qui, eux, ont passé des heures et des heures en salle de muscu avec pour un seul objectif, c'est prendre quelques kilos. Moi, j'avais pas trop ce problème-là. Je faisais un peu de muscu et je prenais direct. Et d'ailleurs, maintenant, je fais plutôt des sports où il faut plutôt être très léger. Donc, j'ai entrepris d'autres choses, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais moi, j'avais plutôt une facilité pour prendre du poids. Spontanément, j'ai envie de te dire la chance, mais parce que moi j'ai eu d'autres problèmes où il fallait qu'au contraire j'arrive à en perdre et je garde pas un très bon souvenir de ces phases de régime. Ouais, j'imagine. Mais ouais, passionnant. Ton projet du coup pour finir sur la phase voile, puisque là tu nous disais que tu étais à haut niveau, mais bon de manière assez humble. Tu as rapidement évoqué les Jeux Olympiques, mais bon faut quand même pour que les gens un peu comprennent l'environnement et le niveau auquel tu pratiquais. Si je me trompe pas en préparant le podcast, j'ai vu que les Jeux que tu avais préparés en particulier c'était Rio, donc 2016. Ouais. Londres, c'était trop tôt, c'est ça quand Ouais, en fait, Londres, c'était trop tôt, mais en fait, c'est presque ceux auxquels on a failli. Enfin, voilà, ça c'est. En fait, quand on est arrivé sur ce bateau-là, donc le 49er, ça s'appelle ce bateau planant où on est dessus. Donc là, on rentrait sur un bateau qui est donc. Il y a 10 séries qui sont représentées aux Jeux Olympiques. Si je caricature, c'est de la planche à voile, du catamaran, etc. Ça a d'autres noms, hein, mais ça fait partie de la planche à voile, catamaran, et nous on était le dériveur double haute performance, voilà, et un skiff volant. Et donc du coup sur ce bateau là, donc on est arrivé avec mon équipier Thomas en 2009, si je me trompe pas. 2009, 2010, 2011, ouais, c'est ça. En 2009, on était tous les deux en solitaire sur un petit bateau qui s'appelle le Mote Europe, qui est un bateau qui est une série plutôt jeune, où voilà, où on va, où typiquement jusqu'à la fin du lycée, on peut naviguer dessus. Alors après, on peut naviguer jusqu'à la fin de sa vie si on veut, mais en tout cas, là où vraiment le haut niveau se fait, c'est plutôt dans ces années-là. Et notre dernière année sur ce bateau-là, mon équipier fait champion du monde, et moi, je fais dans les 15 premiers au championnat du monde. Et ensuite, l'été qui passe, on se lance ensemble en 49er, donc en rentrant directement au Pôle France à Marseille. Et donc là, on intègre l'équipe. Et là, en fait, on arrive et sur ce bateau-là, ce qui est assez particulier dans la voile, c'est qu'en fait,
tu apprends des choses tout au long de ta carrière, mais on peut te changer de bateau et tu peux passer de l'élite mondiale à j'arrive même pas à terminer une manche, quoi. Et c'est un peu comme si tu étais champion de tennis et que demain je te file une raquette de ping-pong et je te mets en face du champion du monde de ping-pong, t'as beau être champion de tennis, tu vas pas y arriver. La voile, c'est un peu ça. Donc du coup, on est arrivé sur ce bateau et en fait, déjà, tu repars de loin parce que on était plutôt dans l'élite sur notre bateau en solitaire et là, on se retrouve à ramasser les bouées. On appelle ça quand t'es dernier en voile. Voilà, tu te retrouves à la fin et voire même le bateau est tellement difficile techniquement parlant qu'en fait on fait que se retourner parce qu'on n'arrive pas à avoir l'équilibre, on n'est pas synchronisé, etc. Et donc dès qu'il y a un peu de vent, c'est très joli de l'extérieur, ça fait des beaux spectacles, on fait des belles figures de style, mais on fait que se retourner, quoi. Et donc c'est très très dur, c'est 2-3 années assez fondatrices où en fait on doit appréhender le support, appréhender le bateau, apprivoiser tout ça. Et je me souviens vraiment très, très précisément d'un jour à l'entraînement. Voilà, ça devait faire 3 ans qu'on naviguait ensemble, où il y avait Mistral à Marseille, vent fort. On était une petite 7 ou 8 bateaux à l'entraînement. Et en fait, on arrive à faire ce qu'on veut du bateau, alors que c'est un vent assez soutenu, où justement, on a plutôt tendance à faire des fautes à ce moment-là. Et au milieu de l'entraînement, on s'arrête 2 secondes, on se regarde, on fait putain, on le tient là, ça y est, on maîtrise l'engin, quoi. Enfin, au bout de 3 ans, on a l'impression d'avoir surpassé la machine et ça y est, c'est plus elle qui nous maltraite, c'est nous qui arrivons à en faire ce qu'on veut, quoi. Donc c'est des années vraiment très très dures, très très dures, parce qu'en plus ça correspond quand même à l'entrée dans les études supérieures. Mon bar est en école d'ingénieur, moi je suis en école de commerce. Alors lui, On a fait la même école d'ailleurs, Seb, je sais pas si t'avais vu. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Il y a beaucoup de similitudes pour le C'est coup, ça. Mais ouais. Donc, du coup, au Remède Cage Business School, qui s'appelle Cage Business School C'est aujourd'hui. ça. Attends, Et, d'ailleurs, t'es rentré en quelle année du coup? je suis rentré assez tard parce que j'ai passé un peu plus de temps au lycée que la normale. Et je suis rentré en master en plus. Donc, je suis rentré en 2011 et je suis sorti en 2013. Ah bah, je suis rentré en 2009 après ma prépa et je suis sorti en 2013. Ah tu vois, on s'est Punaise, croisés ça se alors. trouve on s'est croisés dans les Dans cours. dans les 8000 étudiants, on a dû se croiser. Donc ouais, super super expérience d'ailleurs aussi, Ouais. école très sympa. Et moi je voyais bien en plus, alors c'est pas pour être réducteur vis-à-vis des écoles des commerces, mais moi je voyais bien le travail que demandait l'école d'ingénieur avec mon barreur et le travail que me demandait l'école de commerce. Moi il y avait quand même un gap, faut pas se Ouais, c'est sûr. mentir. Voilà, même si voilà, on apprend plein de choses et moi je suis hyper. C'est surtout les intervenants en fait qui nous apportent énormément de choses dans ces écoles-là et donc je suis hyper reconnaissant de tout ce que j'ai pu apprendre. Mais voilà, je sentais que moi j'étais plus en pilotage automatique dans les études et mon barreur, lui, il avait vraiment des phases importantes avec les partiels. Lui en plus il dédoublait ses années parce que en école d'ingénieur, lui était à l'INSA de Lyon. Et en fait, il avait la possibilité de multiplier son cursus par deux, quoi. En gros, une année, il pouvait la faire en 2 ans. Ok. Et même ça, c'était quand même challenging pour lui, même si c'était un très bon élève. Enfin voilà, on sentait que ça lui demandait quand même pas mal d'efforts. Mais donc voilà, du coup, on a eu 3 années très, très, très fondatrices et compliquées où tu es plutôt tout le temps derrière. Donc, chaque fois que tu fais une compète, tu prends un peu une claque, tu te dis, putain, alors tu remets pas en jeu le projet parce que tu sais que c'est du long terme, mais pour repartir, c'est quand même toujours un peu dur. Et de temps en temps, tu as des petites victoires. Il y a des manches où, voilà, pour que les gens se rendent compte, en fait, une régate, ça dure une semaine. Et pendant une semaine, on fait entre 3 et 4 manches par jour. Une manche, ça dure 30 minutes. C'est assez intense. Et donc, du coup, voilà, il y a une fatigue qui s'installe au fur et à mesure que la semaine se passe. Et en plus, il y a des sélections qui se font, en fait, au fur et à mesure, il y a des phases de qualification. Au milieu de la semaine, on coupe la flotte en deux. Et en gros, il y a le rang or et le rang argent. Donc, c'est la première moitié et la deuxième moitié. Donc, évidemment, tu te retrouves dans la deuxième moitié les premières années. Donc, c'est dur. C'est dur, mais il y a des petites manches toujours qui te raccrochent parce que, ben voilà, tu arrives à faire une belle chose. Et donc, ça te permet entre guillemets, de garder la flamme pour continuer. Et en fait, au bout de 3 ans, on arrive sélection des Jeux Olympiques de Londres. Et là, nous, c'est l'année où on explose, où vraiment on se révèle, enfin tout s'aligne, ça y est quoi. Enfin, l'expérience,
L'expérience commence à payer. Notre travail, en plus, on naviguait vraiment beaucoup et voire même, je pense ils m'en voudront pas, mes collègues, si je leur dis ça, mais on naviguait plus que les autres, plus que ceux qui étaient en équipe de France élite, on va dire, et qui visaient vraiment la sélection pour les Jeux Olympiques, mais parce qu'on en avait besoin aussi et que eux aussi étaient certainement passés par là avant nous. Mais voilà, on naviguait beaucoup et donc là, on voit que ça finit par payer et on fait une année fin 2011, début 2012 assez incroyable où chaque compète, ça se passe plutôt très bien. Et on fait notamment une Coupe du Monde à Palma de Majorque où en fait la fédération nous annonce que pour aller au championnat du monde qui sera en Croatie, bah, il faudra finir absolument dans les 25 premiers de cette Coupe du Monde. Et sinon, on n'aura pas le droit d'y aller, quoi. Alors que nous, on avait évidemment prévu d'y aller, quoi. Enfin, même si on n'avait aucune chance d'aller se qualifier aux Jeux Olympiques et que la qualification pour la France aux Jeux Olympiques allait se jouer sur ce championnat du monde, on voulait quand même y aller, quoi. Et en fait, là, ils nous disent bah, clairement, bah, si vous faites pas top 25 sur la Coupe du Monde qui précède à Palma de Majorque, on vous interdit d'y aller, quoi. Et écoute, on fait 25e. Euh, on fait 25e avec un hold-up de l'espace. Enfin, vraiment, ça se joue sur la dernière manche. Enfin, voilà, il y a tout qui s'aligne et donc on se qualifie. Enfin, assez incroyable. Et en fait, à ce moment-là, on voit même que la Fédé est embêtée, quoi. Parce que du coup, il y a 4 équipages. On était 4 ou 5 à être rentrés dans les 25 premiers. Donc les 4 qui étaient rentrés devant nous, bah, c'était des équipages qui logiquement allaient aller au championnat du monde parce qu'ils étaient toujours devant. Et nous, on était vraiment le vilain petit canard. C'est putain, du coup, logistiquement, ça veut dire qu'il va falloir envoyer 2 entraîneurs, faire en sorte qu'il y ait 2 camions qui se déplacent avec 2 Zodiacs. Enfin, on a vraiment fait chier tout le monde, quoi. Et, et en fait, bon, voilà, bon, nous, on s'est pas préoccupé de ça, mais voilà. Et en fait, arrivé donc en Croatie, à Zadar, ben, on est dans une semaine de grâce où en fait, le premier jour, on fait 3 manches, on fait 1-1-2. Le lendemain, on refait 3 manches dans les 10. Enfin, et en fait, on est à mi-championnat. Enfin, je crois que les 2 premiers jours, on est sur le podium et à mi-championnat, on est top 10. Enfin, et devant tout le monde, quoi. Et devant tout le monde. Et en fait, la qualif se jouait là. La qualif aux Jeux Olympiques, ça se jouait là. Et en voile, il faut savoir qu'il n'y en a qu'un seul qui va. Il n'y a que le meilleur français, c'est tout. Tous les autres, ils restent à la maison, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'en soi, c'est un sport aussi qui est assez difficile parce que tu peux te battre pendant 4 ans, te préparer les jeux pendant 4 ans. Et en fait, tu peux très bien ne jamais aller au jeu, quoi. Même si tu as été le plus fort pendant 3 ans, si la dernière année, c'est pas toi qui es devant, ben t'iras pas. Et donc là, on était plutôt dans un truc où nous, on était complètement outsider, mais alors de très très loin. Et on fait un début de championnat, mais de dingue. Et on reçoit des messages dans tous les sens. Et nous, on se rendait pas trop compte. En fait, on savait qu'on n'était pas vraiment à notre place, enfin qu'en fait il y avait trop d'enchaînements. On avait de la réussite sur tout, quoi. En plus de bien naviguer, on avait de la réussite sur tout ce qu'on faisait. Donc c'était assez ouf. Et, et donc on commence à recevoir des messages, mais les gars, c'est vous qui allez y aller et tout. Enfin, et là, en fait on se rend compte, on se dit mais qu'est-ce qui se passe. C'est en fait nous à aucun moment on s'est dit que même si on allait être devant, ils allaient nous envoyer nous, quoi. C'est aux Jeux Olympiques, c'était pas possible. On n'était pas dans les radars du tout. On peut pas comme ça arriver et faire un hold-up. Et en plus, c'était une semaine, pour la petite anecdote, c'était une semaine où le vent était vraiment pas fort. Et au fur et à mesure que les jours passaient, moi, je mangeais de moins en moins. Je me disais, putain, il faut essayer de perdre du poids. Là, ils annoncent encore pas de vent demain. Si on veut aller un peu plus vite, là, ça sert à rien. Il faut pas que je mange trop. Mon barreur fait ça aussi sans me dire. Et je crois qu'au bout du 3e jour, on se regarde un peu en train de se servir des pâtes. Et moi, je prends quasiment rien et lui aussi. Et on explose de rire. Elle me fait, mais toi aussi, tu manges pas. Je fais, ah ouais, mais putain, mais il faut pas qu'on mange. Tu vois pas qu'on va de plus en plus vite. Et donc, c'était assez drôle. Bon, je préconise surtout pas de faire ça, hein, évidemment. Mais voilà, c'était assez drôle. On était tous les deux, on jouait notre carte à notre atout à fond. Et bon, finalement, finalement, sur la deuxième partie, on a quand même repris notre place, mais on fait quand même 18e de championnat du monde et 3e français. Et c'était juste une semaine incroyable. Enfin, on a vraiment adoré ce moment-là. Et puis après, le reste de l'année s'est très bien passé aussi. On fait on manque de pas loin de faire notre premier podium sur une Coupe du Monde. Enfin, voilà, et tout qui s'enchaînait plutôt bien. Et après, on a fait une deuxième préparation donc, pour Rio 2016, où là, mon barreur, au bout d'1 an, il a décidé de rentrer dans la vie active parce que
il faut en parler aussi de ça, mais c'est un sport qui est quand même non professionnel. On gagne pas du tout notre vie, et voire même on dépense énormément d'argent. Donc il faut essayer de trouver un peu des petits partenaires, etc. En sachant que la voile légère, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus visible comme sport, donc assez peu de partenaires. Et donc au bout d'un moment, moi mon barreur, il a une opportunité pour prendre un super poste, etc. Et donc on a arrêté le projet. Moi j'ai continué avec, j'ai fait des essais avec 2 autres barreurs, et donc je suis allé jusqu'à Rio pour quand même tenter la qualif, mais la qualif qui s'est jouée en Floride, pardon, à Clearwater. Donc ça aussi, c'était la première fois de ma vie que j'allais aux États-Unis. Assez incroyable d'aller naviguer là-bas au milieu des requins tigres et des marsouins, quoi. Donc c'était une belle expérience, mais clairement on n'était pas dans le coup, quoi. Donc on a dû faire milieu de tableau, et j'ai pris ma retraite sportive à ce moment-là, juste après les Jeux de Rio. Ta retraite sportive. Ouais. Je rigole un peu, je souris quand tu dis ça, parce que moi, quand j'ai commencé à te suivre, je suivais Seb, l'ultra cycliste. Puis après, au bout d'un moment, je crois que c'est l'Alpsman que tu es allé faire comme ça sur un coup de tête, sans trop d'entraînement, il me semble. Ou c'était un autre, je me rappelle plus. Non, c'est un Ironman que tu as fait. Oui, j'ai fait Aix parce que du coup, voilà, on va y revenir. Mais après, je suis passé dans le triathlon et après l'ultracyclisme. Et donc, j'ai un peu arrêté de courir. Et après, pour m'amuser, j'ai refait le 73 l'Alpha Ironman d'Aix. Tu me dis si je me trompe, mais si ma mémoire est bonne, tu as pris le départ sans t'entraîner en natation. J'avais pas couru ni nager. Voilà, j'avais pas couru ni nager de l'année. Donc voilà, ta retraite sportive, ça me fait sourire, parce que ceux qui te suivent, je pense, seront d'accord avec moi pour dire que t'as peut-être pris une retraite de sportif de haut niveau, mais que voilà, on voit clairement que le sport, ça fait absolument partie de ton équilibre. Et d'ailleurs, j'aurais une question pour toi un peu plus tard sur ton équilibre, enfin votre équilibre en tant que couple et famille. Carrément. Puisque t'es pas le seul pratiquant, ta compagne est aussi ultracycliste et vous avez un enfant en bas âge, donc voilà, ça me fait me poser quelques questions sur votre équilibre. Mais ok, donc tu décides à ce moment-là d'arrêter. Vraiment l'année de Rio 2016, c'est la fin ou c'est la fin. Alors j'ai fait comme bon sportif un petit comeback, sortir de la retraite. À un moment, j'ai un ami qui me dit tu veux pas, on relance un projet, etc. Donc j'ai refait quelques petits one shot comme ça où je suis venu sur des coupes du monde où tu sais on en parle assez peu, mais moi j'ai essayé de le verbaliser le plus possible à des gens autour de moi pour qu'ils comprennent. Mais en fait, on parle beaucoup de la dépression post-sportive, enfin post-carrière de haut niveau, mais notamment chez les gens qui ont de la visibilité et des grands sportifs que tout le monde connaît, etc. Mais c'est là aussi quand tu es un sportif lambda. Enfin, moi, j'étais sportif de haut niveau, mais j'étais pas un champion, quoi. Mais nous, ces gens-là aussi, quand on s'arrête, en fait, on a le même, la grosse chute, on la vit aussi, quoi. Et donc, je sais plus pourquoi je te disais ça. Parce que tu disais que tu as essayé de reprendre en one shot plusieurs fois. Et donc, en fait, quand on te retend une perche, putain, mais t'as envie de la saisir, quoi. T'as envie de dire, ça me manque trop, c'est pas possible. Enfin, tu passes d'un truc qui a drivé toute ta vie où tout ton emploi du temps était tourné autour de ça, à un truc où, entre guillemets, t'as plus de projet, mis à part le projet professionnel, etc. Mais t'as quand même un énorme vide. Ouais. T'as un énorme vide. Et donc j'ai fait quelques piges, on va dire, comme ça, grâce à des copains. C'est un très bon point. On se fera peut-être un épisode spécial sur ça, un épisode bonus. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Déjà, c'est bien, je pense, que les sportifs qui sont visibles parlent de ça. Oui, bien sûr. Ça permet de le mettre un peu sur la place publique. Mais c'est vrai que, moi, j'ai aussi fait l'expérience comme toi d'un arrêt un peu décidé, mais d'un arrêt un peu soudain du sport de niveau. Et comme toi, j'ai essayé de reprendre. Alors moi, une seule fois. Et ça a été, une seule fois sur une période, on va dire. Et ça a été, tellement violent que, finalement, c'était pas très agréable parce que tu dis, je vais essayer de retrouver des sensations, tu vois, les sensations incroyables que j'avais avant. C'est assez rare les retours gagnants quand même. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, concrètement, j'étais au Canada pour un échange à ce moment-là. Et mon entraîneur de Marseille, du Pôle France, m'avait dit, faut que tu ailles voir. C'était
Gilles Denis, je crois. Je vais pas dire de bêtises, mais bref, l'entraîneur de l'équipe du Canada qui était à Montréal, là où j'étais. D'accord. Et donc je me pointe pour un entraînement et déjà j'arrive à l'entraînement et je vois tout le monde en kimono bleu et blanc, tu vois. Donc les kimonos blancs et les kimonos bleus, c'est ce que tu as dans les compétitions internationales. Donc t'as pas ça dans un club lambda, tu vois. Des gens en kimono bleu, ça n'existe pas. Ouais. Et tout le monde avec les dossards cousus dans le dos. Donc ça c'est pareil, c'est quand tu fais des compètes internationales. Je me dis tiens, étonnant. Et puis en fait je capte que au bout de quelques minutes, je reconnais quelques visages, quelques noms et tout. En fait, je capte que je suis dans le club de la côte est du Canada avec les 3/4 de l'équipe du Canada qui préparait les JO de Londres. Tu vois. La vache. Ok. Et du coup, concrètement, avant la fin de l'échauffement, j'étais déjà dans les toilettes en train de vomir. Tu vois, c'était abominable. Donc ouais, je vois bien. Mais écoute, absolument passionnant. Alors, on a passé plus de temps que ce que j'avais imaginé sur la voile, mais écoute, vraiment passionnant. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une transition du coup sur aujourd'hui, puisque pour parler un petit peu du backstage, de comment cet épisode s'est monté. Pour les gens qui te suivent pas sur les réseaux, et je vous recommande de le faire d'ailleurs, il y a le lien en description de cet épisode. Tu as récemment annoncé un énorme projet, finalement ton nouveau projet sportif sur lequel tu te concentres, qui est un projet, tu vas nous en parler, très ambitieux, qui n'est pas dans la voile. Et donc moi, je serais curieux de savoir si tu pouvais nous parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui, quel nouvel équilibre tu as trouvé avec le sport. Alors t'es pas officiellement athlète de haut niveau avec un numéro du ministère, etc. Mais on peut clairement dire que c'est du sport de très très haut niveau. Donc à quoi ressemble le sportif Seb aujourd'hui et dans quoi est-ce que tu t'éclates et vers quoi est-ce que tu vas surtout? Ouais, écoute, du coup, je me suis complètement reconverti dans un autre sport, puisque du coup, maintenant, je pratique l'ultracyclisme, donc des très très longues distances à vélo, qui est un sport assez récent en France, hein, finalement. Ça existe depuis assez longtemps, notamment aux États-Unis, etc., mais plus avec une pratique avec de l'assistance, donc des gars ou des femmes qui font des très longues distances à vélo, mais en étant suivis, etc., qu'un camping-car, machin, etc. Donc ça existe depuis assez longtemps aux States, mais après, chez nous, on va dire que ça fait 5-6 ans que c'est en train de pousser fort, et notamment là, sur les 2 dernières années, on voit un grandissement vraiment très, très important des participants, et ça ressemble un peu au trail running il y a 10 ans, on va dire. Donc c'est en train de prendre la même direction, et c'est en train de... Alors se professionnaliser, le mot est peut-être encore un peu fort, mais c'est en train de se structurer, on va dire. Tu dirais que c'est la Race Cross France et Arnaud qui ont un peu démocratisé la chose en France ou pas que? Ouais. Il y a Arnaud fait partie des très très gros acteurs avec la Race Cross France. Il y a Axel Carion aussi avec les Biking Man. Et après il y a d'autres courses qui sont pas des circuits qui proposent pas plusieurs courses, mais comme la Desertus Bacchus ou la French Divide. Il y a des courses qui sont sur la route et des courses off-road. Mais en tout cas, oui, toutes ces courses-là ont eu vocation à vraiment démocratiser et mettre en avant, mettre en avant ce sport. Et puis après, tu as évidemment les athlètes qui sont arrivés, qui aujourd'hui sont des vrais porte-drapeaux de cette discipline. Et on apprend en plus d'année en année. Au début, c'était quand même la stratégie de celui qui dort le moins, c'est celui qui gagne la course. Maintenant, on revient un peu en arrière là-dessus. On se dit que si tu es capable de rouler très vite et finalement en dormant un petit peu, tu vas finalement rattraper tous ceux qui sont en mode zombie et qui ont pas voulu dormir, etc. Donc c'est là-dessus que je dis que le sport est en train de se structurer. C'est parce qu'on est vraiment dans une approche, même si ça reste un sport où l'aventure est quand même au cœur du sujet. Enfin, on peut faire un rapprochement avec le Vendée Globe dans la voile. Tu as des performeurs et tu as des aventuriers. C'est un peu pareil en ultracyclisme. Tu as des gens qui viennent là pour kiffer le fait de traverser la France à vélo et de rencontrer du monde, etc. Et de quand même le faire à une vitesse qui est engageante, mais qui sont pas là à tout prix en train de vouloir dépasser des gens ou faire un chrono. Et tu as des gens qui sont là vraiment dans une démarche où ils essaient de tout optimiser pour aller le plus vite possible, qui vivent aussi une aventure, mais qui est quand même très différente parce qu'ils voient un peu moins les paysages, ils roulent quasiment toute la nuit, etc. Donc chacun arrive à faire son petit mélange et s'y retrouve en fait comme il a envie de se retrouver, quoi. Donc là-dessus, c'est ça qui est assez génial. Et donc là, en fait, mon histoire avec l'ultracyclisme, elle
elle remonte à 2020, donc post-Covid, parce que du coup, quand j'ai arrêté ma carrière en voile, donc après les JO 2016, je me suis mis à faire du triathlon tout de suite. Et donc j'ai changé on revient sur cette fameuse dépression post-sport de haut niveau, mais du coup, j'ai voulu combler ce vide tout de suite. Et en fait, j'ai rencontré j'avais déjà ma femme qui faisait un peu de triathlon. On avait déjà des amis qui en faisaient un peu, et j'avais un copain qui venait de finir l'Ironman de Nice et qui m'a un peu titillé gentiment en me disant viens faire un vrai sport. Donc là-dessus, je l'ai un peu pris au mot, et on s'est retrouvé dans le club à Marseille qui s'appelle les Sardines Triathlon, qui est un club vraiment très sympa et très familial. Tu es toujours d'ailleurs, Et par curiosité ou... j'y suis pas, mais je suis toujours, j'y Ok. suis plus licencié, mais je vois encore tout le monde, et en plus en faisant encore du vélo, on se croise encore tous évidemment en roulant dans le coin, et je suis tout le monde encore de très près. Et voilà, c'est un club qui a vraiment une très très bonne ambiance, donc voilà, c'était vraiment un bon moment. Et donc j'ai fait 3 années du coup, de 2017 à 2020, j'ai fait de l'Ironman. Alors à un niveau très 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 amateur, quoi. Enfin, faut bien comprendre que du coup je suis parti d'un gabarit où, alors je suis pas aussi grand que toi, mais je faisais aux alentours des 90 kilos. Et donc surtout je savais ni faire du vélo, ni courir, ni nager, aucun des trois sports. Mais ce qui était génial, et, et ça franchement c'est assez grisant quand tu viens d'un sport où en fait tu passes ton temps à essayer de maintenir un haut niveau, et en fait quand tu arrives sur une compétition, tu sais tout faire, mais c'est juste que pendant la compétition il faut réussir à faire tout au meilleur niveau. Et c'est différent de continuer à progresser tous les jours. Mhm. Et là, moi, du coup, en découvrant le triathlon, je me suis retrouvé à pratiquer 3 sports où, en gros, à chaque entraînement, tu progresses, quoi. Et ça, en fait, quand tu es sportif de niveau dans un sport que tu maîtrises, tu le vis plus. C'est vrai. Tu le vis plus de cette manière-là, en tout cas. Et donc, moi, j'étais rempli de dopamine. Enfin, à chaque entraînement, je disais, putain, mais c'est génial. J'ai compris ça. En natation, je commence à sentir la glisse. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais senti la glisse en natation, mais mais en tout cas, j'ai compris un truc, ça va un peu mieux. Enfin, et ça dans les 3 sports, donc c'était vraiment hyper grisant. Et donc je me suis vraiment éclaté pendant ces 3 années où du coup la première année, j'ai fait mon premier Ironman, c'était à Hambourg, c'était l'objectif club, quoi. Il y a un peu la dynamique dans les clubs de triathlon, on se fixe un objectif et on y va tous ensemble. Donc voilà, j'ai fait mon premier Ironman là-bas, c'était génial. Et par la suite, j'étais un peu pris par ce truc que je connaissais pas d'ailleurs quand je faisais de la voile, mais ce truc toujours plus loin, toujours plus dur. Et donc à chaque fois, je cherchais un Ironman qui allait me challenger un peu plus. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire l'Altsman en 2018. Donc pour ceux qui connaissent pas, l'Altsman, c'est un Ironman classique, mais sauf que il y a beaucoup beaucoup de dénivelé à vélo. À l'époque, on était sur 4400 D+, sur 180 km. Et après, le finish se fait d'abord autour du lac, où en fait on court les 25 premiers kilomètres au bord de l'eau. Et si on est sous un certain chrono, on a le droit de monter en haut du Semnoz, donc qui est le col à côté d'Annecy, et qui nous permet d'être top finisher. Et donc c'est un trail, hein, donc c'est 13 bornes où là on avale à peu près 1400 D+. Et donc je me suis dit, putain, ça a l'air, c'est génial, c'est encore plus dur, il faut y aller, etc. Et aujourd'hui, je suis un peu revenu sur ce genre de discours, mais c'est juste pour expliquer un peu le cheminement. Ouais. Et ça, en fait, ce truc-là, je l'ai partagé. Enfin, on est monté avec Karen, avec ma femme, on a un gros groupe d'amis, et ils étaient tous là. On était une vingtaine, et j'ai été le dernier en plus top finisher, donc je suis le dernier à C'est vrai. avoir sonné la cloche, ouais. Et donc ça s'est joué. En gros, quand je pose le vélo, j'avais un copain que j'avais nommé, qui était garant du temps, Cédric. Je lui avais dit, dès que je pose le vélo, et dis-moi à combien il faut que je cours pour pouvoir passer le cut. Et là, je pose le vélo, et il me dit, il faut que tu cours à 5,20. Je dis, quoi? Wow. 5,20 kilos pendant 25 bords, je peux pas, j'ai plus. Et bon, enfin bref, c'était assez rigolo. Et donc, du coup, je passe ce cut, et j'ai une arrivée au sommet. Enfin, c'est encore aujourd'hui, je pense, un de mes plus beaux souvenirs de franchissement de ligne, si ce n'est le plus beau. Wow. Parce que voilà, c'était au milieu de la nuit, etc. Mais voilà, c'était vraiment génial. Et donc voilà, et donc j'ai après dans la suite, j'ai fait aussi l'Ironman, etc. Et juste avant le Covid, je refais un Ironman un peu classique, assez roulant. Et là, je comprends que ça y est, j'ai vu tout ce que j'avais vu à voir. J'ai surtout vu qu'en m'entraînant, parce que je tournais
entre 15 et 20 heures semaine. Je faisais du bi-quotidien, de l'entraînement bi-quotidien tous les jours. Et je voyais que je progressais plus, quoi. Enfin, je sais pas, j'avais atteint mon niveau, entre guillemets, maximum. Et alors, oui, je pouvais gagner des pouillèmes, mais en fait, ça m'intéressait pas de refaire 25 heures, 30 heures par semaine pour gagner 3 minutes sur un Ironman. J'y trouvais pas de sens. Et puis arrive le Covid. Et là, j'ai un pote, mon super pote Damien, avec qui je partageais déjà pas mal d'aventures dans le sport, qui me dit regarde, là, il y a une course, c'est de l'ultra-distance à vélo. Alors, pour le coup, c'était le Bakiman Corsica. Okay. Et il me dit ça serait bien qu'on s'y inscrive tous les deux, tout machin. Et je dis ouais, grave, machin. Donc, juste avant l'hiver, juste avant qu'on soit tous confinés, là, on se met à faire des sorties longues qui nous paraissaient longues, mais on faisait des 200, 250 bornes en se disant c'est bien, on se prépare comme il faut. Et finalement, on se retrouve confinés. Finalement, le Bakiman est annulé, comme toutes les courses. Et en fait, la seule course qui passe à travers les mailles du filet, c'est la RAF, parce qu'elle était au mois d'août, le 15 août. Et c'est pile le moment où on se retrouve un peu déconfiné. Les courses ont de nouveau le droit d'exister. Et je crois qu'un mois et demi après, on était reconfinés. Enfin, il y avait en tout cas couvre-feu. On était reparti dans le délire Covid. Et donc, en fait, j'ai pu participer à la RAF 1000 km. La Race Cross France, donc 1000 km, qui était ma première aventure ultracyclisme. Et donc, ça dure 3 jours et 10 heures. 3 jours et 12 heures exactement, je crois. Et je crois qu'à l'arrivée, je me dis, waouh, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. C'était la vraiment, révélation. Ah ouais, mais la révélation, quoi. Je me suis dit, mais là, j'ai passé 3 jours et demi sur un vélo. J'ai l'impression déjà que ça a duré 1 mois, que j'ai vécu 1000 choses. Je suis passé par tous les états. Enfin, c'était juste incroyable, quoi. Vraiment, j'ai une espèce de... J'étais transcendé par ce qui m'était arrivé. En plus, j'avais cassé mon dérailleur. J'avais été obligé d'aller de monter un col à pied pour aller louer un autre vélo pour finir la course, alors que j'avais pas dormi la veille pour essayer de doubler 3 personnes. Enfin, c'était une histoire complètement folle. Et je me suis dit, ouais, mais j'ai l'impression que j'ai trouvé vraiment ce qui va m'animer les prochaines années, quoi. Et donc, c'est parti de là. Ce qui est hyper intéressant, parce qu'au final, tu arrivais d'un sport, avant ça, le sport que tu avais pratiqué au plus haut niveau et pendant le plus de temps, c'était, ce que tu t'expliquais un peu plus tôt, que les manches, même si elles s'enchaînaient et que c'était sur des périodes assez longues, finalement, les manches étaient un effort physique d'une demi-heure. Ouais. Et là, tu arrives dans un univers qui a rien à voir, où tu as de la gestion de sommeil, d'alimentation, peut-être le fait d'apprendre à se réguler, tu vois, sur l'énergie que tu dépenses pour pouvoir tenir dans la durée. C'est assez intéressant finalement de voir que tu as accroché à ce point si fort sur un sport assez loin en tout cas dans le rythme de ce que tu avais connu pendant longtemps. Ouais, je pense que ça me correspondait mieux en fait. Mais je me dis, tu vois, je pense que pour le coup, finalement, ces manches de 30 minutes, etc., c'est pas là où j'étais le meilleur. Peut-être que j'aurais été meilleur en ayant fait tout de suite un sport d'endurance, mais c'est comme ça. Et puis, je voudrais absolument pas faire autrement. Mais du coup, j'ai eu l'impression que quand je suis arrivé sur ce truc-là, alors évidemment, j'ai fait plein d'erreurs et je continue à en faire plein. Et t'apprends t'apprends des choses sur toi. Enfin, t'imagines quand même, après autant d'années de sport de haut niveau, t'as l'impression de te connaître. Et en fait, là, t'arrives dans une discipline où tu redécouvres encore plein de choses sur toi, quoi. Enfin, tu dis, mais c'est sans fin. C'est en fait, j'ai sur ces 3 jours-là, sur le sommeil, je me suis challengé. Enfin, j'avais l'impression de me challenger parce que j'ai calé une nuit blanche dans les 3 nuits et dans les 3 jours, et je me suis dit, voilà, je suis vraiment allé au bout de ce que je peux faire, etc. C'est sûr, je peux rien faire de mieux. Et en fait, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de limite et qu'en fait, tu peux toujours faire mieux. Et c'est ça qui était incroyable, c'est que j'étais qu'au début de l'histoire et donc j'ai eu envie tout de suite de m'engouffrer là-dedans et de continuer à vivre des expériences pareilles et surtout et de les partager aussi. Et de les partager parce que du coup, Karen m'a rejoint. On a fait 2 Race Cross France ensemble. Donc ma femme avec qui j'ai fait 2 Race Cross France, on a fait la première, on a fait un 300 km. Et il y a 2 ans, on a fait la 1000 km. Et en fait, c'est pareil, c'est des souvenirs incroyables, quoi. C'est des souvenirs incroyables de partager ça avec la personne qui partage ta vie. Enfin, c'est des souvenirs qui sont complètement indélébiles. Alors, je dis pas que le reste est fade, hein, attention, hein, mais de avoir la chance de pouvoir partager un truc comme ça aussi fort, c'est pas donné à tout le monde, quoi.
c'est pas donné à tout le monde. Donc, on est vraiment hyper reconnaissant de ça, quoi. Et donc, elle a fait tu disais, c'était il y a 3 ans la première Race Across France ensemble à 300? C'était en 2022. Ah Ouais, ouais, donc votre fils, 2022. Ouais. il avait à peine, il avait 2 ans, même Ah, pas. c'était un massacre. Ouais. Waouh. C'était un massacre. C'était un massacre. Il dormait pas. D'ailleurs, il ne dort toujours pas. Spoiler alerte. Mais 4 ans et demi, accrochez-vous. 4 ans et demi, il ne dort toujours pas. Bon, on compose Waouh. avec maintenant. Mais en tout cas, ouais, on était explosés tous les deux et à la fin, c'est elle qui m'a tiré jusqu'à la ligne d'arrivée. Moi, j'étais au bout et c'est elle qui nous a fait finir. Donc c'était, ouais, tu vois, c'était des moments comme ça où, C'est magnifique. ouais, c'était vraiment super. C'était vraiment super. Donc, une première Race Across France, 1000 km. La deuxième, c'était celle avec Karen à 300. Alors, du coup, la deuxième, non, c'était en 2021. C'est là où j'ai sauté le pas du 2500 Ok, km. d'accord. Donc là, je me suis dit, voilà, t'as fait tes armes sur le 1000. Et il faut aller chercher la distance reine de la Race Across France qui est à la 2500 km. Et là, voilà, donc aventure incroyable sur 8 jours. Et donc là, c'était vraiment la première fois que je faisais aussi long. J'ai appris plein de choses. Enfin, c'était vraiment, voilà, j'ai fait mes armes vraiment sur cette course-là. L'année d'après, j'ai fait le 300 avec Karen parce que j'avais vraiment envie qu'on partage un truc comme ça et elle en avait vraiment envie aussi. Ensuite, j'ai refait la 2500 km en 2023 et là, je l'ai faite vraiment dans une approche où je voulais me performer. Alors, performer, c'est un grand mot, mais en tout cas, je voulais faire le mieux possible. Et donc, j'ai pris un coach sur les 2 derniers mois. En fait, j'avais fait une grosse préparation hivernale. Et au bout, alors, en sortant de l'hiver, je me suis dit, voilà, tu as tellement puisé dans dans tes ressources mentales que là, il faut que tu sois accompagné parce que sinon, tu vas décrocher, quoi. Et en fait, j'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagne parce que je sentais que j'allais plus avoir la motivation nécessaire pour continuer à m'entraîner. J'avais fait, je pense, l'hiver trop chargé. Et donc là, je me suis fait accompagner par un coach et sur les 2 derniers mois. Et donc, j'ai fait cette Race Cross France là où j'ai dormi 6 heures en 7 jours et 10 heures, qui est absolument pas à faire. Hein. Et moi, mais je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Je pensais qu'il fallait vraiment. Vu que je roule pas vite, je suis incapable de rouler comme les meilleurs, etc. Je me suis dit, bah, ton seul atout, parce que j'avais décelé que j'avais une facilité ou en tout cas que j'avais beaucoup travaillé pour essayer de dormir le moins possible. Je me suis dit, bah, il faut pousser ce curseur à fond et le jouer comme ça. Et en fait, c'est hyper, j'allais dire presque malsain, mais en fait, chaque nuit, en fait, le jour, ben voilà, je progressais et enfin, ceux qui allaient plus vite étaient de toute façon devant. Et toutes les nuits, ben, je gagnais quelques places. Et du coup, je me disais, la nuit qui arrive, ah ben là, si je fais encore l'effort, je vais encore gagner des places. Et en fait, j'ai fait ça toute la semaine. Je suis arrivé dans un état à à la fin de la course qui était j'étais bien évidemment heureux, mais je savais que j'étais pas allé dans le bon sens, quoi. C'était pas ça qu'il fallait faire pour profiter, et c'était pas sain, et si on peut dire que quelque chose de sain dans l'ultra, mais en tout cas, c'était pas comme ça qu'il fallait vivre la course, et même en performance, c'était pas comme ça qu'il fallait s'y prendre. Mais j'avais quand même touché du doigt. Alors j'ai fini 23e de cette course-là. C'était pour moi une super perf. Enfin, C'est sur le une papier, super perf. j'avais que des gens autour de moi qui roulaient. Si je fais 50 bornes avec eux, j'arrive 2 fois plus tard qu'eux, quoi. Enfin, il n'y avait pas de match possible, quoi. Et d'ailleurs, c'est des gens qui me doublaient, tu vois, à partir du 5e jour, ils me doublaient dans la journée. Mais moi, j'étais popé dans un col à 6 km/h et il me doublait à 15 km/h. Et presque, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Enfin, c'est pas possible. Et en fait, c'est juste parce que dans la nuit, j'avais avancé tout ce que je pouvais. Mais bon, du coup, voilà, c'était quand même assez marrant. Et donc, tout ça pour dire que du coup, le projet de cette année, en fait, du coup, l'année dernière, je commence à avoir dans un coin de la tête. Donc, j'ai fait évidemment d'autres courses sur trail. Hein, j'ai pas fait que la Race Cross France, mais pour faire un focus sur cette course-là, Mais attends, je me suis d'ailleurs, dit, tu l'as faite en ouais, 2024 aussi ou pas? ouais, là, j'ai fait la 1000 km là cette Ah année. ouais, donc en fait, Enfin, depuis ouais, ouais. 2020, c'est sans interruption, quoi. Ouais, c'est un rendez-vous. Alors, le format change à chaque fois. Enfin, je change les distances. Mais là, du coup, avant 2024, je me dis, allez, j'ai un truc qui m'obsède. Cette course, elle représente beaucoup de choses pour moi. Et en fait, je sais pas pourquoi, enfin,
j'ai envie de la gagner, quoi. Et quand je me dis ça, je me dis, ouais, t'as envie de la gagner, c'est bien beau, ouais, c'est un rêve, mais je suis bien conscient que il y a, il y a un gouffre énorme, quoi, entre ceux qui, enfin, faut quand même savoir que le premier, il fait 5 jours et 16 heures, et moi, en finissant 23e, je mets 7 jours et 10 heures, quoi. Enfin, c'est un monde. C'est énorme, la différence. Et je me dis, et donc, je mets ça dans un coin de ma tête. Je me dis, ouais, bon, tu la veux la gagner, c'est très bien, mais voilà, garde-le pour toi, quoi. Et en fait, les jours passent et je sais pas pourquoi je commence à avoir envie d'en parler. Alors, évidemment, j'en parle à Karen, etc. Et j'envoie un message à Arnaud, donc, l'organisateur des Race Cross, des Race Cross Series. Et je dis, Arnaud, ouais, je te dis un truc. Je rêve de gagner la RAF. Je te dis juste ça pour te le dire. Et je sais pas ce que je vais faire de ça, mais en tout cas, voilà, j'avais besoin de le verbaliser. Et donc voilà, c'est tellement fort et ça m'habite tellement qu'il faut que ça sorte, quoi. Il faut que ça sorte. Et donc ça, c'est marrant, on discute de tout ça et voilà. Et je me dis. Et comment il a réagi, Arnaud, par curiosité? Écoute, il me dit, ouais, Arnaud, quoi, c'est un super projet. Évidemment, il va pas détruire mon rêve, mais il aurait très bien pu le piétiner tout de suite. Mais il me dit, c'est un super projet. Je pense que si tu optimises tout, machin, etc., peut-être un top 10, c'est possible. Enfin bon, bref, il essaye d'être très positif. Mais en fait, j'attendais pas de réponse de sa part. Enfin, j'attendais pas qu'il me dise, oui, c'est possible. Je voulais juste lui dire. Et parce que c'était la première pierre du projet. Et comment tu t'es senti une fois que tu as verbalisé le projet à quelqu'un d'autre que Karen? Déjà, c'est un premier engagement. Ouais. Parce que tu vois, tu l'as annoncé à quelqu'un. Voilà. Enfin, en plus, Arnaud, aujourd'hui, on collabore ensemble sur pas mal de choses. Mais du coup, voilà, tu l'as verbalisé auprès de quelqu'un qui. Et c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est. Pour qui ça compte. Enfin, tu vois, ça compte. En tout cas, il est conscient de ce que ça représente. C'est pas comme si tu l'avais dit à quelqu'un, voilà, un ami second degré, qui va te dire, ouais, c'est cool, tu veux gagner une course vélo. Enfin, voilà, tu vois. Donc là, c'était une première pierre pour s'engager. Et après, je me dis, bon, ce que je vais faire, avant de vouloir le dire à la terre entière, c'est cette année qui va passer, je vais essayer de tout mettre en œuvre déjà pour faire tout ce que je peux faire de mon côté pour progresser. Et donc, ça voulait dire, pour moi, j'avais une croyance qui est forte, mais je me suis dit, voilà, tu fais 78 kilos, ok, t'es pas, c'est un poids qui est correct par rapport à ta morphologie, etc. Mais par contre, si tu veux être plus performant en vélo, il faut vraiment perdre du poids. Donc, je me suis rapproché du poids idéal. Donc, aujourd'hui, je fais un peu moins de 71 kilos, ce qui est un très, très gros effort pour moi, qui n'est, en fait, à titre de comparaison, c'est le poids que je faisais à 13 ans. Waouh. Donc, voilà, j'ai pas vu ce poids-là sur la balance depuis l'âge de 13 ans. Et donc, j'ai mis tout ça en place. Je l'ai fait de manière très, très progressive pour essayer de garder le maximum de masse musculaire et pour pas juste fondre et perdre du muscle. Donc, j'ai essayé de le faire très intelligemment. Je me suis fait accompagner pour ça. Et après, dans l'entraînement, j'ai essayé de me structurer. Et voilà. Et donc, j'ai passé une année où j'ai poussé tous les curseurs que moi, je pouvais pousser seul. Et c'est là où j'ai fait l'aboutissement de cette première année. C'était donc la Race Cross de cette année avec le format 1000 km. Et du coup, sur un format que je connais bien, qui est le format 1000 km, que j'en ai déjà fait 4 ou 5 depuis que je fais de l'ultra, j'ai gagné une quinzaine d'heures par rapport à mon temps de référence. Si on prend le kilométrage et à dénivelé équivalent, j'ai gagné une quinzaine d'heures. Ce qui est énorme. Et ce qui est énorme pour moi. Et après voilà, les meilleurs sont encore loin devant. Mais en tout cas, voilà, c'était un gros gap. Alors que je pensais en 2023, quand j'ai fait ma deuxième RAF de 1500 km, je pensais avoir atteint ma limite, quoi. Je me suis dit, voilà, là, tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux. T'as déjà mis plein de choses en place, tu peux pas faire mieux. Et là, du coup, je me suis dit, ça y est, t'as enfin, en fait, la limite, elle est encore plus loin. Et il va falloir aller la chercher. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me dire, je vais communiquer sur le projet. Et je vais l'annoncer, et je vais l'annoncer pas pour l'annoncer, je vais l'annoncer en disant j'ai besoin d'aide pour m'aider à réussir à me rapprocher de ce projet-là, et donc en gros qui veut en être. Et donc voilà, donc ça, on en revient, tu vois, ça il y a un peu moins il y a quelques semaines là où j'ai annoncé le projet sur les réseaux. Incroyable.
C'est vraiment fascinant. Alors, je me régale systématiquement dans tous les épisodes, mais c'est vrai qu'avec tous les invités que je reçois, mais c'est vrai que quand j'ai des gens, je pense que c'est naturel, on s'identifie un peu plus aux gens qui ont des parcours qui nous ressemblent. Ouais. Et je trouve ça vraiment fascinant, la manière dont tu as géré cette transition, le fait que tu aies gardé le sport, enfin que ça continue à être un pilier important de ta vie, que tu te relances là sur un autre projet dans une discipline qui a rien à voir avec un rythme complètement différent. C'est vraiment super inspirant, franchement. Bravo, parce que la réalité, on parlait tout à l'heure des transitions, tu vois, dépression post-arrêt sportif et tout. Il y a quand même aussi beaucoup de gens qui arrêtent le sport. Enfin, en tout cas, en judo, ça arrive assez souvent. Tu vois, des anciens judokas qui sont devenus coach ou quoi, ils ont pris 30 kilos, tu vois. Ouais. Et moi, ça me rend toujours un peu triste. Alors peut-être qu'ils sont très heureux, tu vois, dans leur vie comme ça, c'est génial. Mais à titre perso, j'ai une idée du sport qui fait partie, tu vois, d'un équilibre de vie, un esprit sain dans un corps sain, etc. Et quand je vois ça, en tout cas, si je me projette dans ce schéma-là, je me dis, j'espère que moi, ça m'arriverait pas, parce que moi, ça m'irait pas, tu vois, de me voir comme ça, de prendre 30 kilos. Et donc voilà, tout ça pour dire que je trouve ça toujours très inspirant des parcours comme le tien, où il y a un équilibre. Finalement, le fil rouge, c'est l'équilibre sport dans la vie, et puis le moyen, qui est le type de sport que tu fais, finalement, il évolue. Tu vois, as fait du triathlon, tu as fait de la course à pied, puisque tu l'as pas dit, mais tu as quand même fait l'UTMB, si je me trompe pas. Donc voilà, tu vois, le sport a toujours été là, et c'est toujours quelque chose qui te nourrit. Et je trouve ça, encore une fois, très, très inspirant. Ouais. Et tu vois, quand j'ai annoncé le projet, pour que les gens comprennent bien, parce que y a rien de... Tu vois, j'ai eu très très peur de l'annoncer, parce que je me suis dit, putain, je vais passer pour quelqu'un d'hyper présomptueux. Enfin, tu vois, annoncer ça, c'est pas anodin, quoi. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, en tout cas, tous ceux qui sont dans ce monde-là savent ce que ça représente. Et je me suis dit, tu vois, je crois même avoir mis à la fin de mon premier post, s'il vous plaît, soyez bienveillants. Tu vois, un truc pour pas me prendre des remarques. Et en fait, j'ai eu l'effet totalement inverse. C'est-à-dire que j'ai plein de gens qui m'ont dit, mais ouais, grave, tu peux le faire. Et en fait, moi, c'est pas ce que je demandais. Enfin, en gros, quand j'ai annoncé ce projet-là, et j'ai d'ailleurs eu peur que le message soit pas bien passé au début, c'est, je vous dis, je rêve de la gagner. Je vais tout faire pour. Mais après, en gros, le résultat, je m'en fiche presque. Enfin, moi, je veux juste avoir cette démarche où tu mets tout en œuvre, parce que je trouve que c'est ça qui est beau. Enfin, je trouve que c'est ça qui m'anime vraiment. C'est d'essayer d'avoir la meilleure version de moi-même à ce départ-là. Et si j'y arrive, j'aurais rempli le contrat, quoi. Et en fait, c'est ce projet-là qui m'anime. Alors, gagner, alors c'est juste parce que c'est plus parlant pour tout le monde, etc. Mais c'est vraiment la démarche. C'est vraiment la démarche. Et c'est vraiment d'essayer de me dire, voilà, aujourd'hui, je suis éloigné à tel point de la gagne, mais par contre, si je gagne des pouillèmes là, et un peu là, et un peu là, et un peu là, je me rapproche de ce truc-là. Et en fait, j'ai besoin de ça pour avancer, quoi. Écoute, en tout cas, moi, quand j'ai vu ce message où tu disais que pour la manière dont tu l'approchais, en tout cas, tu voulais être accompagné, tu avais besoin d'aide sur différents sujets. À titre perso, moi, je me suis tout de suite dit que c'était l'occasion rêvée de mettre en avant, tu vois, ton parcours, enfin, faire partager, faire découvrir ton histoire. Et à aucun moment, je me suis dit, le gars, il est quand même, tu vois, c'est quand même très ambitieux, etc. Non, au contraire. Et je pense, comme tu le dis, c'est intéressant ce que tu dis sur la différence entre finalement ton objectif de moyen et ton objectif de résultat. Où le résultat, voilà, tu l'as verbalisé, c'est gagner la RAF, c'est le rêve ultime. Mais que finalement, là, dans ce que tu expliques, ce que j'entends, moi, c'est que tu te concentres avant tout sur la manière dont tu vas arriver là, et que quoi qu'il se passe, finalement, la victoire, ce sera qu'au moment du départ, tu n'aies aucun regret sur la préparation que tu as fait, et sur le fait que tu as absolument tout donné pour espérer prendre cette première place. C'est ça que j'entends. Je sais pas si je déforme un peu, mais... Non, mais c'est complètement ça. Et c'est au moment du départ, et c'est aussi dans l'exécution. Enfin, tu vois, si... alors, pour le coup, je suis pas super fan du truc, c'est gagné quand tu es déjà au départ, quand tu as un projet, mais c'est gagné quand, à l'arrivée, tu as l'impression que tu as mis tout en œuvre, tout ce qui était possible pour être là. Et si c'est OK avec ça, c'est là que c'est gagné, en fait. Et du coup, c'est aussi dans l'exécution, parce qu'après, si je me dis que rien qu'être au départ en étant dans la meilleure version de moi-même, ça suffit. Et si je fais que des conneries pendant la course, je ne serai pas satisfait, tu vois. Donc, du coup, il faut quand même que j'arrive à appliquer le plan.
Et dans appliquer le plan, il y a aussi, tu vois, enfin, j'ai fait un truc que j'ai mis en place là ces dernières semaines et je me suis dit, putain, mais j'aurais même dû le faire quand j'étais sportif de haut niveau et je pense que ça aurait pu très bien se faire. Je suis allé contacter des vainqueurs de la RAF et je leur ai demandé de m'ouvrir leur playbook, quoi. Et ils l'ont tous fait. Ah ouais. Ils l'ont tous fait. Ils l'ont tous fait et avec plaisir et plus que ce que je le croyais, quoi. Enfin, et alors, évidemment, on n'est pas dans un sport professionnel, etc. Mais même en y réfléchissant, je suis sûr que même quand j'étais athlète de haut niveau, en fait, on avait ce truc. Tu parles jamais. Enfin, je veux dire, les champions olympiques qui passent à côté de toi, tu vas pas lui dire, ah, t'as mis quoi comme réglage? Enfin, tu vois, tu sais qu'il va te dire non. Mais en fait, t'en sais rien. En fait, ça se trouve. Il y en a qui, enfin, c'est pas si ça se trouve, c'est même partager, ça fait quand même partie de beaucoup de valeurs de beaucoup de personnes, quoi. Mhm. Et là, tu vois, moi, j'ai fait ça et en fait, j'ai pris des infos à droite à gauche et pourtant, j'ai 5 ans d'expérience dans l'ultracyclisme. Alors, je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais j'ai fait beaucoup de kilomètres. Je me dis, j'aurais pu me dire, bon, ben ça va, je sais comment je fonctionne, je vais pas aller chercher d'autres tips à droite à gauche. Ben non, je suis allé prendre des infos chez plusieurs vainqueurs. Ils m'ont tous apporté un truc et à chaque entretien, je me suis dit, bah, putain, là, c'est clair, il faut faire ça, quoi. Et j'ai appris des choses, qui vont être déterminantes pour la suite du projet. Si on a une en particulier, un tips qui est revenu, ou en tout cas le tips d'un des vainqueurs qui te semble être le plus pertinent ou qui a été la plus grosse révélation, ce serait quoi? Ben, j'ai posé, c'est marrant parce que c'est la première question que j'ai posée. J'ai fait un entretien avec Jonas Verès qui a gagné la dernière Race Cross France et qui en plus est un gars incroyable, enfin hyper disponible. Et en fait, la première question que je lui ai posée, je lui ai dit, c'est s'il y a un truc que tu dois me faire passer comme message pour gagner, c'est quoi? Enfin, c'est quoi le truc qui pour toi a été game changer dans tout ce que tu as mis en place? Enfin, vraiment, qu'est-ce qui compte par-dessus tout, quoi? Et donc, il m'a dit, waouh, compliqué comme question, mais finalement, si je dois résumer, je pense que ce qui m'a fait passer comme message, c'est que lui est quelqu'un d'hyper organisé, c'est-à-dire qu'il n'avait rien laissé au hasard sur toute la stratégie qu'il allait mettre en œuvre pendant toute la course. Et moi, en fait, je faisais ça, mais sur les 48 premières heures. Et après, je me disais, mais de toute façon, après, tu ne programmes plus rien. Au bout de 48 heures, la course, elle est partie et il y a déjà plein d'imprévus. Et donc, tu peux pas continuer à prévoir des choses alors que si ça se trouve, tu arrives là, la boulangerie elle est fermée, du coup, tu peux pas bouffer, donc tu peux pas rouler à ta ligne. Enfin, et en fait, lui, il m'a fait sauter ce verrou-là. Il m'a dit, mais moi, non, tout mon plan était prévu du début jusqu'à la fin. Je savais exactement où j'allais m'arrêter. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais ce gars est malade. et après, je me suis dit, mais comment tu peux faire? Il me dit, ben, en fait, c'est toi qui es malade parce que toi, tous les jours, tu roules en disant, et tu te challenges tous les jours en disant, allez, jusqu'au maximum de ce que je peux. Et t'arrives, il est 3 heures du matin et tu vois qu'il y en a 4 devant toi qui dorment et toi, du coup, tu veux les dépasser, donc tu te dépasses encore. Donc en gros, tous les jours, tu challenges ton mental et tu le matraques. Il me dit qu'alors moi, je sais que à 2 heures du matin, je suis en train de dormir. Et je vais dormir 2 heures et je vais repartir, je serai frais et je vais aller à mon autre point d'arrivée qui va être défini, qui sera la prochaine nuit encore à minuit ou à 2 heures du matin aussi. Et en fait, il me dit, moi j'avance par étapes et toi tu te challenges non-stop. Et en fait, il m'a ouvert les yeux quand il m'a dit ça. Je me suis dit, putain, mais ouais, c'est lui qui a raison, quoi. C'est lui qui a raison. En fait, moi, ma stratégie est pas la bonne. Et je pense que j'aurais pas discuté avec lui. La stratégie que je suis en train de mettre en place pour la prochaine RAF, elle aurait été complètement différente et ça aurait été clairement une mauvaise stratégie. Super intéressant. Et t'as eu dans les retours que t'as eu, il y a des éléments qui revenaient souvent ou t'as quand même des tactiques qui sont drastiquement opposées, typiquement sur le sommeil, t'évoquais un peu plus tôt que voilà, peut-être que la vision, en tout cas dans l'ultracyclisme, sur le rôle du sommeil change ou
Après, t'as quand même toujours des ovnis, hein. D'ailleurs, Sofiane, grosse pensée pour Sofiane. Ouais, carrément. Pense à lui. Mais où tu vois, Steven, moi j'ai eu la chance de faire un gros bout de la PTL avec lui. Bon, c'est pas une course d'ultracyclisme, mais j'ai pu voir du coup qu'effectivement, on est quand même pas fabriqué pareil sur la résistance au sommeil. Donc, t'as eu comme ça des éléments qui soit revenaient systématiquement ou au contraire, il va falloir que tu fasses un choix parce que t'as entendu les deux opposés. Ouais, bah, sur les pratiques, bon, déjà, bah, y a, comme tu disais, c'est un peu comme tout. Il y en a qui ont une propension à moins dormir que d'autres. Enfin, ça, c'est malheureusement ou heureusement, on est tous différents. Et donc ça, bah, il y en a qui ont des stratégies très différentes. Donc là, déjà, à ce niveau-là, il peut y avoir des discours très différents, mais sur le matos, il y en a beaucoup parce que c'est pareil. Le matos, on dit souvent que tu le fais en fonction de tes peurs. Et tu vois, bah, il y a une question assez classique que tu peux te poser quand tu fais de l'ultra, c'est est-ce que je roule avec un éclairage à batterie ou est-ce que je roule avec un éclairage dynamo? L'éclairage à batterie, c'est plus léger et ça encombre un peu moins ta roue, mais par contre, bah, ça veut dire que tu dois pouvoir recharger à intervalles assez réguliers quand même tes lampes. Et alors que le dynamo, bah, tu sais que ça freine un tout petit peu ton vélo. Je caricature quand je dis ça, mais c'est pour que les gens comprennent, ça freine un tout petit peu ton vélo. Par contre, tu as de l'éclairage non-stop. Ben moi, une de mes plus grosses peurs, c'est de me retrouver sans lumière. Je suis pas prêt à passer ce cut-là. Donc je roule en dynamo. Mais du coup, dans les meilleurs, t'en as qui roulent en dynamo et t'en as qui roulent en éclairage à batterie. Ouais. Et ça dépend de tes peurs, tes croyances. Donc, non, les grosses différences, c'est surtout sur le matériel après. Ok. Bon, après, je pense que ça fait partie aussi de... Enfin, d'ailleurs, je dis ça pour moi, mais je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Mais sur ce type de sport où le matériel a un rôle important, tu vois, bon, en judo, ton kimono, globalement, il est en coton et point barre, quoi. Il n'y a pas vraiment d'enjeu de matériel. Mais je suppose que dans l'univers de la voile, ça va être le cas sur le poids, voilà, le type de boot, etc. que tu utilises. Je suppose que ça fait partie aussi du plaisir, finalement, de se voir évoluer, tu vois, de comprendre comment utiliser, de trouver un peu les astuces, les tips and, tu vois, les tips and tricks pour gagner du poids, pour être plus efficace. Ça doit faire partie aussi du plaisir que tu trouves dans la pratique. Ouais, ça va. Bon, c'était pas ce que je préférais en voile. C'est vrai, parce que je te garantis que quand tu achètes un jeu de voile en fait, la problématique en tout cas dans notre sport, c'est qu'on est incapable de sortir deux voiles ou deux pièces identiques. Okay. Donc en fait, quand il y a une voile qui sort d'une voilerie, bah, tu en commandes une autre le lendemain. Tu commandes une autre voile, tu les superposes, elles sont pas pareilles. Ah ouais, ok. Ouais, et on est incapable de faire. Et pareil pour un bateau. Un bateau, c'est assemblé avec de la résine. La résine, en fonction de combien de temps tu la laisses sécher et dans quelles conditions, quelle température, etc., elle va prendre différemment. Donc ton bateau va être plus ou moins rigide à certains endroits et donc tu es incapable de sortir deux bateaux pareils. Ah ouais, putain, je savais pas du tout ça. Ouais. Donc en fait, c'est ce qui est un peu délicat, c'est quand t'as pas beaucoup de budget, que t'as pas de sponsor, bah toi tu mets tout ton argent dans un bateau et un jeu de voile et tu pries pour qu'il soit bien. Et s'il est pas bien, bah tu te le traînes toute une année, quoi, jusqu'à que tu aies les moyens de racheter autre chose. Alors que les meilleurs, bah, ils achètent 3 bateaux, ils achètent 10 jeux de voile, et ils superposent, ils font des combinaisons et ils essaient de trouver la meilleure combinaison. Mais c'est une vraie prise de tête. Hein. C'est une vraie prise de tête au-delà de l'impact écologique aussi que ça pourrait présenter. Mais ouais. C'était pas ce qui me plaisait le plus. Moi, je préférais gagner des points sur l'eau plutôt que passer du temps à mesurer. Mais il y en a qui adoraient ça et j'ai de la chance, j'ai toujours eu des barreurs qui aimaient plutôt ça. donc on se répartissait un peu les tâches. Mais dans le vélo, c'est un peu pareil, mais on va dire que c'est beaucoup plus simple quand même. D'autant que, tu vois, si on parle ne serait-ce que d'aérodynamisme, la chose la plus aéro sur laquelle il faut travailler, c'est toi. Si tu arrives à tenir une position, tu vois, tu peux avoir le vélo le plus aéro du monde. Si tu n'es pas capable de tenir allongé dessus et que tu passes ton temps à te relever, finalement, ça sert à rien. Et donc, les gros gains, ils sont plutôt sur ta capacité à avoir un gainage et faire en sorte que ton dos il tienne le coup et le haut de ton dos tienne le coup aussi pour pouvoir garder le plus possible une bonne position. Donc il y a des gains marginaux qui peuvent être faits sur le matos, mais tu as assez vite fait le tour. Quand tu te penches dessus.
T'as besoin de quoi du coup aujourd'hui? Quel domaine est-ce que tu as identifié sur lesquels il faudrait que tu sois accompagné idéalement? Ouais, bah écoute, cette première prise de parole, j'ai trouvé un coach. Donc Incroyable. ça, c'était le plus gros. Méga rapide. C'était ouais. C'était un coach avec qui j'avais déjà bossé et surtout, mais en fait, je savais que je pourrais pas le rémunérer. Enfin, en tout cas, sur une période aussi longue. Et donc, en fait, il m'a appelé, il m'a dit, mais moi, Seb, je te suis, quoi. Je te suis, tu peux compter sur moi. Et donc déjà, c'est la première chose et c'était la plus structurante du projet, hein, parce que le nerf de la guerre, ça c'est quand même de progresser avant d'avoir du matos. Mais donc déjà, j'ai la partie la plus grosse du projet qui est OK. Et après, au-delà de ça, il y a un peu améliorer mon setup et donc ça passe par évidemment, pourquoi pas un vélo et avec des roues un peu plus optimisées, même si le setup que j'ai à l'heure actuelle, il est quand même pas à plaindre, hein, mais on peut toujours faire mieux. Et après, il y a des parties qui sont plus pratico-pratiques, mais tu vois, de la nutrition sportive, finalement, ça coûte quand même pas mal d'argent tu vois, si je regarde l'argent que je dépense sur une année dans de la nutrition sportive, ça commence à pas mal chiffrer. Donc si voilà, il y a des partenaires qui sont prêts à suivre là-dessus, ça peut beaucoup aider. Et après, il y a une dernière partie sur le textile, parce que quand on fait une course comme ça, on passe par toutes les conditions météo. Donc tu as du très chaud, tu as du très froid en décolle, il peut même neiger, alors qu'on est en plein été, mais quand tu passes à 2008, 3000 mètres d'altitude, il peut neiger, il peut pleuvoir, forcément sur 7 jours de course au moins il va pleuvoir, et il faut pas oublier que j'ai perdu 8 kilos en un an et que je n'ai plus aucun fringue qui me fa... Je flotte dans tous mes habits et j'étais pourtant bien équipé, et donc là maintenant, et en gros il y a tout à racheter, quoi. Et donc c'est pareil, si jamais il y a une marque qui veut bien prendre part au projet là-dessus, elle sera le bienvenu. Mais voilà, c'est un peu le revers de la médaille d'avoir perdu du poids. Ça me fait aller plus vite sur le vélo, mais par contre, là, tu te rends compte que tu flottes si c'est pour galérer à tenir une position aéro, mais que tu as ton Kawaii qui fait flap sur toute la course, ça Ouais. va pas aider. Donc voilà, c'est les grosses lignes, on va dire, du budget, c'est ça. Très bien. Bah écoute, je croise les doigts. J'espère que cet épisode, je touche du bois. Peut-être que cet épisode sera écouté par quelqu'un qui connaît quelqu'un dans une entreprise que ça intéresserait. En tout cas, Seb, moi, je voulais te remercier pour le temps que tu as pris. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Encore une fois, merci pour ce partage, pour le partage de ton très, très beau parcours que moi, je trouve, encore une fois, très, très inspirant, très intéressant aussi de voir comment tu as géré toute cet énorme pilier du sport de haut niveau, du sport à haut niveau dans ta vie. Et puis écoute, en tout cas moi je te suis sur les réseaux depuis un moment, je vais continuer à le faire, et puis je vais regarder avec attention ce qui va se passer autour de cette RAF, et peut-être qu'on pourra se prévoir un épisode post-course pour parler de tes apprentissages et de ce qui s'est bien passé et de ce que tu modifieras pour la prochaine. Écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup Loïc pour l'invitation. Écoute, moi c'est pareil, je te suis depuis un moment, et pour parler de quelque chose de plus frais, j'ai notamment beaucoup apprécié ton épisode débrief sur le Thor. Ouais. Pareil, il m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, notamment sur les phases où si tu es prêt ou pas à continuer. Enfin, en gros, quel est vraiment le déclencheur qui te fait continuer ou arrêter, et donc c'est toujours intéressant d'avoir ce retour d'expérience, parce qu'on apprend toujours. Donc merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup Seb, très bonne journée à toi, bonne prépa, et à une prochaine. Merci, salut. Ciao.